Bah, du coup, bonsoir. Je m'appelle Raphaël, tout ça. On va parler de Flexbox. Alors, du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de Flexbox? Ah, ça c'est cool. Ça c'est bien. De CSS? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, qui utilisent déjà Flexbox en production? Est-ce qu'il y en a qui m'entendent pas? Ok, c'est réglé. Ouais, il y en a qui utilisent Flexbox en production? C'est ceux qui savent ce que c'est que Flexbox tant qu'à faire. C'est pas les mêmes qu'avant. On pas que la mode, 3. Ok, ça marche. Alors vite fait, je m'appelle Raphaël Goether, j'ai créé Elsa Création il y a quelques temps. J'écris les livres qui sont là, j'aime bien CSS. Et hop là, super. Et je suis co-auteur récemment d'un bouquin qui s'appelle CSS3 Pratique du Design Web, que en fait le gros du bouquin c'est pas moi qui l'ai écrit, mais il est bien quand même. Il y a mon nom dessus. C'est Hugo Girodel, c'est un mec super qui est super fort en CSS. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Flexbox, c'est quoi et à quoi ça sert? Eh ben, je vais vous le dire parce que je suis là pour ça. On va pouvoir gérer, grosso modo, 4 sortes de fonctionnalités qui, jusqu'à présent, étaient, pour être poli, pénibles en CSS. Pour pas dire chiant. Tout ce qui est distribution, donc les axes d'affichage, horizontal, vertical. Tout ce qui est ordonnancement. Ordonnancement, c'est le fait de pouvoir afficher des éléments dans un ordre différent de celui qui est dans le HTML, par exemple. L'alignement, simplement faire des alignements verticaux, du centrage vertical, le truc qu'on essaye de faire depuis 15 ans en CSS. Au hasard. Hein. Et toute la gestion de flexibilité, donc de dire que certains éléments sont plus ou moins flexibles, un peu, beaucoup, la folie, etc. Et d'où le nom de Flexbox, parce que sinon ça ne s'appellerait pas Flexbox, ça ne servirait à rien. On va commencer par les parties chiantes. Est-ce que ça marche partout? La réponse est statistiquement oui. Statistiquement oui, à 95%, monsieur, dame. C'est-à-dire que, ça reste des statistiques, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 95% de chances d'avoir un visiteur qui a au moins des navigateurs ici présents. Donc IE10 en l'occurrence, parce que les autres, ça marche depuis très 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 longtemps. Si vous n'avez pas cette chance, eh c'est déjà con. Mais ça arrive. Hein. Je tiens à préciser que certaines des illustrations que vous rencontrerez ont été faites par ma fille, qui avait très envie de participer. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt... Ma fille, elle a 7 ans, donc c'est plutôt... Alors, votre question, est-ce que c'est un standard en termes de W3C 3C parlant? La réponse est également plus ou moins. Plus ou moins, c'est... Je peux faire des trucs, là? Ouais, ok, ça marche pas. C'est au niveau de candidat de recommandation depuis longtemps en fait, hein, depuis plus de 2 ans. Candidat de recommandation, c'est juste l'état avant d'avoir le tampon de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Hein. Donc c'est plutôt pas mal parti. Ça c'était avant. En fait, depuis quelques temps, la spécification a été rétrogradée au niveau working draft. Donc ça c'est la partie chiante, c'est que ils ont dit c'est super, ça est presque fini, c'est cool. Et finalement ils ont décidé que en fait il y avait peut-être des modifs à faire, il y a des nommages qui sont pas très intuitifs et ils vont revenir dessus. Il y a des chances qu'ils reviennent dessus. Ce qui ne nous empêchera de toute façon pas de l'utiliser dès aujourd'hui, parce que ce qui va marcher aujourd'hui va encore marcher 10 ans, même avec les anciens noms de propriété, ce sera pas un souci. Il faut juste savoir que l'historique de Flexbox est un petit peu, j'allais dire pète couille, mais comme je ne suis pas censé dire des gros mots, un petit peu complexe. Il y a eu 3 étapes très différentes avec des nommages très différents, et il risque d'y en avoir une 4e.
Mais c'est pas grave, en vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Flexbox? En fait, on peut faire plein de choses. On peut, genre, prenez un élément, vous pouvez le centrer verticalement dans son parent. Un truc, je cherche à faire. À l'époque, c'était bien quand on avait des tableaux. Vertically, middle, marche nickel. Bah là aussi. À Bicambière, c'est une boisson régionale en Alsace. On a peut-être pas, mais c'est peut-être pas trop ça ici. Si ouais, okay. Non, je mets quelques petites notions culturelles de temps en temps. Donc centrage vertical. On peut aussi faire des boîtes qui ont toujours la même taille, la même hauteur en l'occurrence. Comme on faisait à l'époque avec des tableaux. Je dis ça, mais tableau c'est mal. Hein. Donc voilà, avec Flexbox c'est fait en une ligne. On peut aussi avoir un pied de page qui est toujours en bas de son parent, quelle que soit la hauteur du parent. Et on peut aussi faire, je ne me souviens plus, ah oui, faire des gabarits. Des gabarits fluides, responsives en quelques minutes, en quelques lignes. Sans se prendre la tête. Hein. On peut faire des grilles. Des grilles en Flexbox, c'est super facile à faire. On peut même dire que certains éléments sont plus grands que les autres, que certains éléments doivent être placés en priorité, à la une. Des choses comme ça. C'est super simple à faire. On peut réordonner des éléments. Prenez une liste à gauche de PDF, de docx, de machin, de trucs, hein, complètement mélangés dans le HTML, dans le DOM. On peut les réordonner visuellement à l'écran pour classer ensemble les PDF, les PPTX, les docs. Ça pète, non? Alors, comment ça marche en pratique? Eh bien, en pratique, il suffit de prendre un parent. Ah, on voit bien? Ouais. Un parent qui aurait la bonne idée d'être en display block, comme beaucoup de parents en général, et on aurait dit qu'on lui met des éléments à l'intérieur, qui sont aussi en display block. Donc les display blocks s'affichent par défaut les uns sous les autres, ils occupent tout l'espace disponible, donc ça ressemble normalement à ça. Là j'ai rien fait encore, c'est l'état naturel. Et bien figurez-vous que Flexbox, ça fonctionne sous forme de contexte, on va créer un contexte. Le parent va créer un contexte Flexbox. Et dans ce contexte Flexbox, les enfants directs vont se comporter d'une certaine manière. C'est un nouveau modèle de boîte quelque part. Donc on va définir un contexte sur le parent, en l'occurrence point parent. Donc ça c'est ma fille. Hein. En l'occurrence point parent. Quoi, des remarques hein? Elle a des cheveux vieux? Non, non, elle ne fait pas de la magie. Contexte sur le parent, automatiquement les enfants, qui, rappelez-vous, hein, un slide précédent, ils sont en display block, s'affichent les uns à côté des autres. Parce qu'ils héritent de ce contexte, ils deviennent des enfants du contexte Flex. Et plus concrètement, on va appeler le parent un Flex Container et les enfants des Flex Items. Les enfants directs. Hein. Quels qu'ils soient, que ce soit des display blocks, des inlines, des ce que vous voulez. De toute façon, le contexte fonctionnera comme ça. Tout le monde est là encore? Alors c'est parti. Les enfants Flex Items ne sont plus des enfants comme les autres. Hein. C'est plus une boîte comme avant. Display block ne changera plus leur comportement. Display inline block ne fonctionnera pas non plus. Display table ne fonctionnera pas. Float left ne fonctionnera pas. On ne peut pas les rendre flottants, c'est pas fait pour ça. Les deux trucs qui fonctionnent encore, c'est display none et position absolute. Grosso modo, on change complètement le modèle de boîte. Il n'y a plus de flottant dans du Flexbox, c'est plus fait pour ça. Un flottant n'a jamais été fait pour positionner. C'est vrai. Hein? C'est pour ça qu'on a fait des grilles avec. C'est pour ça qu'on faisait des grilles avec, forcément. Donc ça, c'était quoi ce que je disais? Ça, c'était comment ça marche. Okay. On passe maintenant à la première fonctionnalité, la distribution. Donc c'est la façon dont vont s'afficher les enfants. En gros, l'axe. L'axe va être géré par la propriété flex direction.
plutôt assez intuitif comme nom, parce qu'on va dire bah, tu vas être soit horizontal, soit vertical, en tant que direction. Par défaut, quand je fais rien, quand je crée un contexte flex, les enfants sont automatiquement distribués horizontalement. Ok? C'est comme si j'écrivais flex direction row, pour dire affichez-vous sur une ligne. C'est la valeur par défaut, c'est ce qui se passe quand on met rien. D'accord? L'axe principal ici étant donc l'axe horizontal. Ce sera important ce que je dis parce que dans quelques slides, on va pouvoir aligner des éléments différemment dans l'axe principal que dans l'axe secondaire. Donc là, l'axe principal étant l'horizontal, l'axe secondaire sera vertical. Très bien. Un truc super drôle, c'est qu'on peut profiter d'une valeur qui est row reverse, comme le chanteur très connu qui parlera à certains. Donc row reverse pour afficher en ligne, mais dans l'ordre inverse du HTML. Et je suis sûr que vous aimeriez bien savoir à quoi ça sert. Eh bien c'est facile. Je prends par exemple un élément média avec une image à gauche et une description à droite. Je crée un contexte flex. Les éléments s'affichent les uns à côté des autres par défaut. Et avec une seule valeur, je change tout simplement l'ordre d'affichage. C'est pratique ça. Ensuite, je change la valeur de flex direction. Je passe en colonne. L'axe principal devient l'axe vertical. Avec bien sûr du column reverse, etc. Ça c'est super pratique, on dirait pas comme ça, mais c'est vachement bien. Toujours dans cette notion de distribution, on a tous les débordements. Par défaut, en HTML, un élément qui est plus grand que le parent déborde. C'est le principe de base. On peut soit l'autoriser, ce qui est le cas par défaut, soit l'interdire, et dans ce cas-là, notre élément va passer à la ligne avec la propriété flex wrap. Avec, tant qu'à faire, un flex wrap de valeur wrap reverse, qui sert certainement à rien. Mais les mecs ils se sont dit, peut-être qu'il y a un jour un mec on est dans la spec, on a rajouté ça tant qu'à faire. Ouais, c'est cohérent. Par contre, je ne pourrais pas vous donner d'exemple. Peut-être éventuellement sur des langues qui se lisent dans Django, je sais pas comment ça se fait. Non. Je crois que personne. Ok. Bah, sachez que ça existe. Hein. Si jamais un jour vous avez envie de faire des wrap reverse. Non, à la fin de chaque grande section, je vous fais une citation. Une citation bien sûr véridique hein, qui vient de Wikipédia. Ah, elles sont bien cachées. Hein, mais, donc voilà pour la distribution. Deuxième grande fonctionnalité, l'ordonnancement. Donc l'ordonnancement, je rappelle, c'est le fait de pouvoir ordonner les éléments. L'ordonnancement qui est géré par la propriété order, ça reste tout à fait cohérent, à part que ça ne s'appelle pas flex order, qui est déjà moins cohérent. Donc c'est order. Prenons notre parent qui crée un contexte flex vertical avec flex direction colonne. Les éléments, bien évidemment, s'affichent dans l'ordre HTML. Et je pourrais dire que non, en fait, Oignon bénéficie d'une sorte de pondération qui dit qu'il va avoir plus que les autres et donc il va s'afficher en dessous des autres. Le principe étant que tout le monde par défaut a une valeur de order 0. Donc ceux qui ont 1 ou plus bah, s'affichent après, et ceux qui ont moins que 1, que 0, s'affichent avant. Il peut y avoir des valeurs négatives. Il peut y avoir des valeurs négatives, complètement. Il peut y avoir deux fois la même valeur, il peut y avoir, c'est une sorte de pondération tout simplement. Ceux qui ont la même valeur s'afficheront à la fin, mais dans l'ordre HTML. Pas à la fin. C'est bon? J'ai une sorte de Z-index quelque part, mais autrement. Ouais, comme les Z-index du coup. Et ouais, on peut utiliser un order négatif
pour placer un élément en tout premier. Donc là, vous êtes en train d'imaginer des éléments à la une, par exemple, hein, sans aucun problème. Hein. Un exemple vite fait. Je prends une to-do list. Une to-do list avec des notions de ça, je dois le faire, ça c'est important, ça c'est déjà fait. Il suffirait de dire que tous ceux qui ont la classe important sont en order -1 et tous ceux qui ont la classe done sont en order 1 et hop, ils sont classés, tout simplement. Ouais. S'il y en a qui jouent à Hearthstone, je vous laisse mon battle tag après. Donc voilà pour l'ordonnancement. Avec la petite citation de Wikipédia. Troisième fonctionnalité, l'alignement. L'alignement dans l'axe principal. L'alignement dans l'axe principal est géré avec la propriété Justify Content. Là, ça devient déjà pénible de retenir parce que voilà quoi. Personnellement, Justify Content, ça me parle pas très bien. Et comment ça marche? Là, j'ai un axe principal qui est vertical. Donc l'alignement va être l'alignement vertical. Avec Justify Content, je vais pouvoir dire Justify Content Flex End, Justify Content Center, et pas Flex Center. Justify Content Space Between. C'est rigolo ça, Space Between. C'est du justifié pour les blocs. Il y en a d'autres qui servent à rien. Tiens, question bête, hein. Pourquoi est-ce qu'on justifie en flex end et pas tout simplement en bottom? Pourquoi flex end et flex start, hein? Parce que voilà, parce que l'axe principal n'est pas forcément vertical. Et oui. Donc faire du bottom et du top, c'est logique quand on est en vertical, mais faire du bottom et du top quand on est en horizontal, ça veut rien dire. Bien vu. L'alignement sur l'axe secondaire, donc celui qui n'est pas principal, est géré par la propriété Align Items. Soit. Donc du coup, quiz, quel est l'axe secondaire? Horizontal. Donc là, avec Align Items, je vais aligner les éléments horizontalement. Alors, vous remarquez que par défaut, je reviens un slide en arrière en fait. Ou pas? Voilà. Par défaut, les éléments s'affichent comme ça. Donc ils sont en Align Items stretch, comme des blocs. Donc je répète, Align Items Flex Start, donc ils sont à gauche. Align Items Flex End, ils sont à droite. Align Items Center, ils sont centrés. Et Align Items Stretch, qui est la valeur par défaut, qui est vachement pratique en fait. Il y aura un quiz à la fin, il faudra tout retenir dans les propriétés. Et le top du top, on peut avoir un alignement personnalisé, spécifique sur certains éléments, avec une propriété qui est Align Self. Align Self dit, ils sont tous comme ça, mais toi, en fait, tu es différemment. Donc, toi et toi. Ok? Et donc ça, c'est pour l'alignement. Voilà. J'ai tenté quelques jeux de mots. Des fois, ça passe. Alors, il y a plein de trucs super intéressants avec les marges et Flexbox. Prenons un contexte flex et mettons-y un margin left auto sur le dernier élément. Et comme par hasard, il va réserver l'espace, il va laisser l'espace libre pour se pousser jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à droite. Parfait. C'est pas chouette ça? Ça, pour faire ça, aujourd'hui, on est obligé de mettre un float right sur Picombière qu'on est obligé de mettre en premier dans le HTML parce que sinon il y a tout qui est décalé. Là non, on met juste margin left auto. Si on fait pareil, par exemple, sur un objet tomate, ça sera divisé en deux.
Eh bien, ça, c'est une excellente question. Parce que, Regarde. Et si tu fais sur oignon, par exemple, tu mets un margin left auto et margin right auto, bah, il se centrera par rapport à ces éléments frères. Ah ouais, hein. Et vachement plus fort encore. Je prends un alignement vertical, donc avec flex direction colline. Je veux placer le footer en bas. Margin top auto. Bah oui, fort logiquement. Donc ça c'est plutôt chouette. Hein. Et donc je rappelle que Flexbox est bidirectionnel. Donc ce qu'on fait dans un sens marche dans l'autre sens. Ce qui fait qu'à margin auto fonctionne en horizontal et en vertical. Le fameux margin auto, où tout le monde nous demande depuis 15 ans, mais ouais, c'est super margin auto, mais pourquoi ça marche pas dans l'autre sens? Et toi, tu es là, tu dis, parce que, alors c'est pas média paginé, CSS, c'est pas fait pour ça, et à la fin, on termine par un ta gueule, connard, ou... parce qu'on sait pas, en fait. C'est juste parce que le modèle de boîte permettait pas ça avant, et dans le modèle Flexbox, ça marche. Donc, ce qu'on fait en horizontal, on le fait en vertical, de la même manière. J'ai même une preuve, hein. Je vous montre. Donc ça, c'était pour tout ce qui était alignement, je crois. On passe à la flexibilité. La flexibilité de Flexbox passe par 3 propriétés qui sont FlexGrow, FlexShrink, FlexBasis et la propriété raccourci qui est Flex. C'est bon? FlexGrow, c'est la faculté à un élément de s'agrandir. Prenons un élément qui a une largeur de 200 pixels ici présent, ici, la largeur ici présente. Si je l'autorise à s'agrandir, eh ben, il va occuper l'espace qui reste, même si on lui dit qu'il doit faire 200 pixels. Parce qu'il a un FlexGrow de 1. FlexShrink, c'est l'inverse, c'est la faculté à se rétracter, à se contracter. Et donc c'est forcément exactement l'inverse. C'est-à-dire que s'il n'a pas de place et qu'il a un FlexShrink de 1, bah, il a le droit de se rétrécir et de rentrer dans le parent, même si on lui dit de faire 200 pixels. Et FlexBasis, c'est le plus tordu de tous, c'est grosso modo la taille que devrait avoir l'élément avant qu'il ait le droit de s'agrandir ou de se rétrécir. La taille que devrait avoir l'élément avant qu'il ait le droit de s'agrandir ou de se rétrécir. Je la refais une troisième fois. Grosso modo, on aurait pu dire, oui, mais c'est la même chose que width. Hein, on aurait pu. Hein. Mais rappelez-vous. Ah, oui. Mais rappelez-vous, je peux très bien être dans l'axe vertical. Hein. Et du coup, width dans l'axe vertical, c'est plus width, c'est height déjà. Alors que là, c'est FlexBasis dans tous les cas. FlexBasis, c'est la taille que devrait avoir l'élément. Ce qui fait que si je lui rajoute un FlexGrow, il s'en fout de FlexBasis. Il a le droit de s'agrandir, donc il prend la taille qui reste. Mais si j'ai pas de FlexGrow, il fait 200 pixels. Et Flex, c'est la propriété raccourcie qui comprend FlexGrow comme première valeur, dont la valeur par défaut est 0. FlexShrink comme deuxième valeur dont la valeur par défaut est 1 et FlexBasis comme troisième valeur dont la valeur par défaut est MainSize. MainSize qui est une sorte de auto. Sauf que comme ils se sont dit on fait une nouvelle spec et que auto ça veut pas dire grand chose, on va appeler ça MainSize parce que ça pète et que ça fait mieux que auto, mais c'est pareil. MainSize grosso modo ça veut dire que par défaut la taille de l'élément occupe la taille de son contenu. Comme des inlines. Vous êtes prêts pour le quiz? Du coup, comment ça marche concrètement la propriété flex? Bah, il suffit de dire à un élément qu'il est flex 1. Flex 1, ça veut dire FlexGrow 1, donc il a le droit de s'agrandir. FlexShrink, la valeur par défaut c'est 1 aussi, donc il a le droit de se rétrécir. Et FlexBasis, c'est la taille de son contenu.
En gros, avec flex 1, on l'autorise à occuper l'espace qui reste. C'est bien aussi. Je peux avoir plusieurs éléments avec la même valeur de flex. Ils vont tout simplement se répartir équitablement l'espace qui reste. Et je peux même avoir des valeurs différentes de 1. Ils vont se répartir par pondération l'espace qui reste. Ça le fait ou pas, ça? Un exemple vite fait, d'accord. Je prends une navigation. Alors le picto, je ne sais pas d'où j'ai trouvé, mais j'arrive plus à mettre les crédits. Je suis vraiment désolé pour l'auteur parce que je le trouve énorme. Et du coup, j'en suis navré. Alors imaginez, j'ai une navigation d'éléments, donc ils sont bien évidemment dans un contexte flex. Je les mets tous par défaut à flex 1. Donc ils se répartissent équitablement l'espace qui reste. Au survol, celui qui est survolé passe en flex 2. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être vachement plus flexible que les autres. Et les autres vont se réduire, puisqu'ils ont le droit par défaut de se réduire. Donc il va se passer ça. Hop. Ta-ta-da-dam. Et voilà. C'est tout con. Ah, le sens c'est... Je suis pas encore très à l'aise avec Keynote. Flexbox est flex même quand on veut pas. Il est flex quand on s'y attend pas. Enfin, c'est vachement pratique. Vous allez pouvoir faire des trucs comme ça. Je prends deux enfants de 50%. Alors c'est un lorem ipsum alsacien. Ah ouais, ça fait partie de la culture. Hein. Donc, du coup, donc les enfants ont une largeur de 50%. Et figurez-vous que si je veux les espacer, là on aurait dit il n'y a pas d'espace. Si je veux les espacer, eh ben, je mets un margin right sur le premier par exemple. Et non seulement il y aura un margin right comme je veux, mais comme ils font 50% de toute façon, eh ben, ils continuent à faire 50%. Hein? Et même vachement plus quoi si je veux. Parce qu'ils ont le droit de se rétrécir. Mais en faisant 50% quand même. Il y a des gens qui ont réfléchi avant de faire ça. Non, c'est super pratique, franchement. On fait des trucs sans le faire exprès des fois. Ça pour faire une grille avec une gouttière, c'est énorme. Hein. On n'a même pas besoin de calculer. On a 5 éléments, on leur met un width 20%. Ah merde, pur. Ouais, c'est ça. Hein. Et on met une gouttière de ce qu'on veut, on s'en fout. Ça rentre quand même. Voilà, alors celui-là, je suis moins fier de celui-là. Il peut passer. Donc voilà pour la flexibilité. En résumé, donc si jamais vous aviez oublié quelque chose, on peut faire de la distribution avec flex direction, donc verticale horizontale. On peut ordonner les éléments avec order, dont la valeur par défaut est 0. On peut aligner les éléments avec justify content dans l'axe principal, celui qu'on a défini dans flex direction. Avec align items dans l'axe secondaire, celui qu'on n'a pas défini dans flex direction. Et align self pour les particularités. Et la flexibilité passe par la propriété raccourci flex, qui est un raccourci de flex grow, flex shrink et flex basis. Ce genre de choses va nous permettre de faire un template en 5 minutes. Ouais. Alors, c'est con parce que je ne vous montre pas ce que je veux faire à la fin. Imaginez, je veux header tout en haut. Parce que là, ça va, c'est cohérent. Le footer tout en bas. Même quand j'ai pas beaucoup de contenu, je veux que le footer soit toujours en bas de page. Nav, on va le mettre à gauche, avec une certaine taille, et content qui va occuper l'espace qui reste. Et tant qu'à faire, je veux que nav et content fassent toujours la même hauteur. Un truc basique. Body, ici, c'est le cadre gris, et wrapper, c'est le conteneur de nav et content. Ça vous paraît cohérent? C'est bon? Alors, déjà, est-ce que... Pardon?
Crayon papier ou dessin. C'est parti. Premier cas fini. Est-ce que vous savez comment faire un élément, genre ici body, qui occupe toute la hauteur de votre navigateur? Parce que ça aussi c'est le truc qu'on essaye de faire depuis la nuit des temps, faire un truc qui prend genre 8-100%. 8-100% c'est le truc le plus beau du monde, ça marche pas. Ça marche pas parce que la hauteur est calculée par rapport au contenu. Et donc comme 100% c'est par rapport à rien, il sait pas. Donc en général, ce qu'on fait, c'est on dit que body fait 100% de haut, et que HTML fait 100% de haut, et qu'on enlève bien les marges et tout, etc. Ouais. Voilà. Et un truc qui marche bien, c'est les unités de viewport. VH, par exemple, c'est une unité de viewport 8 pour la hauteur. Et sans VH, ça veut tout simplement dire je veux occuper 100% de la hauteur du viewport, qui est une unité qui marche depuis IE9, accessoirement. Donc si vous ne connaissiez pas du tout, c'est le moment. On va aussi plutôt mettre du min 8 aux éléments plutôt que 8, parce que 8 étant figé, dès que j'ai plus de contenu, ça déborde. Alors que min 8, c'est parfait, si j'ai plus de contenu, ça pousse. Donc mettez jamais de 8, tant qu'à faire. Min 8 sans VH, ça veut dire body va occuper toute la hauteur de mon viewport, de mon navigateur, de ma fenêtre. Une fois qu'on a ça, comment je peux faire pour que wrapper occupe tout l'espace et que footer soit collé en bas? Flex 1 sur qui? Sur le wrapper. Sur wrapper. Si je mets flex 1 sur wrapper, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que ce soit un enfant de quoi? Ah oui, il n'y a pas sur body, il faut un display flex. Voilà, il faut qu'il soit dans un contexte flex. Le contexte flex, il est sur le parent c'est body. Conclusion, j'ai display flex sur body, flex direction column pour dire je veux que tu t'affiches verticalement, parce que sinon par défaut ils vont s'afficher les uns contre les autres. Flex wrap au cas où, pour autoriser... Non, pas forcément. Bah, c'est au cas où, moi je le mets... ouais, on sait jamais. Ouais, j'aime bien. On va vous laisser. Et ensuite, on fait ce que tu as dit exactement, on dit que wrapper est en flex 1. Flex 1, ça veut dire que parmi les trois frères header, wrapper, footer, wrapper a le droit d'occuper l'espace qui reste. Très bien. Une fois qu'on a ça, on veut que nav et content soient l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Flex direction. Sur qui? Flex direction row sur qui? Sur wrapper. Sur wrapper, mais flex direction ça marche que s'il a créé d'abord un contexte flex. Donc il faut que lui-même, tout en étant enfant flex, doit devenir un flex container. Il devient un flex container en étant en display flex. Par défaut, ces enfants vont s'afficher les uns à côté des autres et verticalement, ils ont un align item stretch, donc ils vont occuper toute la hauteur par défaut, sans rien faire. Et ensuite, on veut que content occupe l'espace qui reste. Donc, flex 1 sans content. Et voilà. C'est tout con. Et si vous faites du responsive, ça peut être une bonne idée en 2015. Figurez-vous que, on peut. Alors la manière la plus basique du monde, c'est de dire quand j'ai un écran de petite taille, wrapper ne crée plus de contexte flex, il devient tout simplement un bloc. Ce qui fait que ses enfants restent des blocs et donc tout s'affiche verticalement. C'est la version basique. Mais on change une ligne et on le passe en vertical. Ou si on veut s'amuser à réordonner les trucs, tant qu'à faire en responsive, c'est plutôt bien aussi. On reste dans un alignement flex et puis on change order. Voilà, voilà. Ouais. Oui, c'est du comic. Alors, sur Mac, c'est pas du Comic Sans, mais c'est pas loin. J'essaie de me rapprocher le plus possible. Et j'ai mis le code. Alors bien sûr, on va se poser une question fondamentale. Est-ce que Flexbox est une révolution? Oui. Est-ce que Flexbox est le futur du positionnement?
Bah, ça dépend. Ça dépend parce que il y a un autre truc qui est fait pour ça en fait. Sur le positionnement, il y a une autre spécification qui s'appelle Grid Layout. Grid Layout qui est en plein brouillon, qui est déjà supporté par certains navigateurs, genre IE10 et Chrome avec un flag, ou enfin pas nativement je crois, ou bientôt, ou presque, ou enfin, Chrome je sais jamais. En tout cas c'est supporté par au moins un navigateur, c'est IE10, plus d'autres. Avec des pincettes. Grid Layout, c'est un truc de malade, c'est juste fait pour créer des templates, donc autant l'utiliser quand ça marchera. En attendant, Flexbox, ça marche très bien pour faire des templates, hein. C'est toujours mieux que faire des floats, hein, ou des tables. Mais il faut savoir que dans 3-4 ans, ce sera plus vraiment dédié à ça, ce sera plus fait pour ça. Maintenant, c'est parfait pour faire des modules, pour faire des composants qui doivent être fluides, qui doivent rentrer, changer de comportement selon la taille d'écran, etc., etc. Pour du layout, c'est parfait aujourd'hui, ce sera parfait demain, mais dans 2-3 ans, il y aura un truc qui sera beaucoup plus fait pour ça, et autant utiliser les choses qui sont faites pour ça. En attendant, en grid, ça marche nulle part quasiment. Est-ce qu'on peut utiliser en prod, Flexbox? La réponse est oui. Oui, mais pas comme ça, avec des pincettes. Parce que Flexbox a besoin de préfixes, donc tous les tirets WebKit, tous les machins. Flexbox a suivi 3 générations de spécifications, donc le nommage a complètement changé 3 fois. Donc il y a des outils pour ça. Si vous ne connaissez pas Autopréfixeur, renseignez-vous tout de suite sur cet outil-là. Il existe soit sur votre éditeur comme plugin, soit dans des automatiseurs de tâches. Je ne sais pas si vous utilisez Grunt, Gulp, ce genre de choses. Il y a plein de façons de mettre en œuvre Autopréfixeur, qui est une tuerie. Vous ne vous occupez plus des préfixes, vous écrivez votre code CSS de manière naturelle et Autopréfixeur se charge de produire du code préfixé intelligemment, mieux que des préprocesseurs. Avis personnel. La preuve qu'on peut utiliser en production, il y a un site qui n'est pas le moins visité du monde, c'est The Guardian qui utilise ça en production. C'est du Flexbox, hein, l'affichage du Guardian. Quelques ressources, je ne sais pas du tout où on est au niveau timing, je crois que c'est pas mal. Très bien. Super. Quelques ressources. Alors, un des premiers sites qui parlait de Flexbox, en montrant des exemples de choses pénibles qu'on fait super facilement en Flexbox. Donc tout ce qui est centrage vertical, tout ce qui est plein de choses en fait. Donc je vous ai mis le lien. Un exemple de grille en Flexbox, juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Moi j'ai jamais appliqué, mais c'est plutôt pratique, c'est plutôt facile à faire en tout cas. Un super bac à sable, il n'a pas l'air sexy comme ça, mais c'est génial pour tester. C'est un super bac à sable, ça s'appelle FlexiBoxes. Vous testez, il vous montre le code généré, donc vous voyez qu'il y a besoin de préfixes, hein, c'est pas toujours très drôle. Vous testez, vous rajoutez plein de valeurs, vous regardez ce qui se passe et ça vous le fait en live, c'est vachement bien. Les slides, je les mettrai à disposition, donc vous aurez les URL. Je me suis amusé à faire un Tumblr, parce que Tumblr c'est cool, qui s'appelle Jack in the Flexbox, avec plein d'exemples de choses qu'on peut faire grâce à Flexbox. Plein de petites choses très cons, mais genre là vous êtes dans un tableau, et je sais pas si on le voit bien, mais il y a des lignes des points de conduite. Ça c'est chiant à faire, et en fait c'est super simple avec Flexbox, je vous montre, je vous fais une démo tout à l'heure. Et j'ai envie de dire surtout, parce que comme n'importe quoi en CSS, c'est pas exempt de bugs navigateur. Il y a un site qui recense les différents bugs connus de Flexbox sur les navigateurs. En l'occurrence, il y en a beaucoup sur IE. Je dis ça au pur hasard. Hein. Et grosso modo, voilà. Et je vous montre quelques petites démos encore.
Si vous voulez bien. Si vous voulez pas, en même temps, je les montre quand même. Hein. Il y en a qui ne voulaient pas, ils se barrent. J'ai eu ça. Donc le template, je vous le montre vite fait pour vous prouver que c'est vrai. J'ai bien un truc hein, qui occupe toute la hauteur, avec une œuvre à gauche. Et hop. Regrouper les éléments. Ça, faut quand même imaginer que derrière le HTML, on a... comment ça marche déjà? Je sais pas si on arrivera à voir. Hein. C'est visible? Merci. Il faut bien imaginer que là, à gauche, on a dans l'ordre HTML du PDF, du doc, du XL, du PDF, du doc, c'est complètement mélangé. Hein. Et que pour les réordonner, on a fait un truc du genre... allez, je vous enlève les préfixes parce que c'est où? Mais grosso modo, on dit... alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le sélecteur crochet, l'attribut. On met type égale submit, c'est le sélecteur d'attribut. On peut cibler les éléments dont l'attribut href se termine, donc $égale, se termine par la chaîne .doc, et on va les mettre en premier. Ensuite, ceux qui se terminent par .xls, ben on va les mettre en deuxième, et ceux qui se terminent par .pdf, on les met en troisième. C'est tout. Tout con. Tu crées un pseudo-élément before sur le premier là, pour avoir l'autre. Ouais, accessoirement, ouais. Ouais, merci. C'est ça le métier. Le truc des pointillés aussi, là, avec le tableau. Ça aussi, c'est très simple. Enfin, très simple. Sur le truc précédent, tu pourrais mettre ordre 1 pour tout le monde, et ça ferait quand même. Je ne saurais pas quel ordre se fait, mais le regroupement se fait quand même. Non, bah non. Si tu mets ordre 1 sur tout le monde, ils ont tous la même pondération, ils s'appuient dans l'ordre HTML, du coup. Ouais. Là, il faut imaginer que c'est un vrai tableau, donc avec des TD, des TH en titre, et au niveau HTML, on a juste... On est bien d'accord, on a juste des TH et des TD dans un TR. Alors comment qu'on fait pour faire ça? On appellera après. Eh ben on va créer un élément, on va générer un élément bidon en CSS avec content, avec before ou after. Soit before le TD, donc le TD c'est le truc à droite, hein, et le TH c'est le truc à gauche. Soit en before du TD, donc au début du TD, soit à la fin du TH, on s'en fout. Et on va juste dire que cet élément bidon un flex 1. Et il occupe l'espace qui reste. Démonstration. Hein? Je dis que... je dis quoi? Je crée un contexte flex. Je dis que TD lui-même a un contexte flex. Que le TD lui-même est flexible, donc c'est le TD qui occupe tout l'espace. Et dedans, je génère un élément vide qui sert à rien. Je lui dis, ben, c'est toi qui occupe l'espace qui reste, avec un border bottom, tant qu'à faire. Dotted. Et c'est tout. Avec le align self center. Avec align self center, ouais. Mais j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu mettre ici un align item center sur le parent TD. Ah non, ça aurait centré le. Ouais, mais ça aurait centré un avec l'autre. Ouais. Et je termine éventuellement par un dernier exemple chiant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dimensionner des inputs, hein, de rendre fluide des inputs. L'input, c'est le truc le plus chiant de la vie en CSS. Un input, par défaut, il a une taille intrinsèque. C'est-à-dire qu'il a une taille déjà définie, comme les images. Une taille qui n'est pas auto et qui n'est jamais celle qu'on veut. Donc si on veut là que les inputs occupent juste l'espace qui reste, ça marche pas, on peut pas, et c'est pas 100%, 100% c'est tout l'espace.
Auto, ben, c'est la largeur naturelle du input qui est pas l'espace qui reste. Il n'y a pas de valeur qui correspond. Il n'y a pas de... Il y a des grosses bidouilles en pseudo-tableau en mettant des widths de 1% sur des fausses... enfin bref. Là, c'est très con. On dit que input, il est un flex 1. Et du coup, il est flexible. Et je le trouve. Hein. Bon, accessoirement, je dis je veux les inputs qui sont pas le type égale submit. Donc pas le bouton, parce que c'est aussi un input. Hein. Bon, le sélecteur est un petit peu compliqué, mais l'idée c'est juste de dire les inputs, je les mets en flex 1. Voilà, hop. Avec un parent flex. Ça vous va? Et puis, ouais, du coup, je fais quand même un truc. Il y a un moyen pour la liste déroulante aussi? C'est-à-dire, plus concrètement? Bah, quand on clique. Ah, la liste déroulante qui est plus grande que le parent, ouais. C'est ça? Plus petite Qui ou... va s'adapter à la taille du contenu? Maximum du contenu. Bah, je pense que ça doit marcher, ouais. J'ai pas fait de test. Après, ça dépend peut-être de l'agent utilisateur, de l'agent utilisateur qui a peut-être, enfin, les styles du navigateur passent peut-être par-dessus, je sais pas. Mais non, ça me semble jouable. L'avantage de faire des trucs flexibles ou fluides, c'est que on peut, sans avoir besoin de media query, s'amuser à avoir des boîtes qui sont automatiquement flexibles, qui rentrent à chaque fois là où il y a de la place. Les photos ne sont pas libres de droit. Ça, c'est ma fille. Photo de ton mariage aussi. Non, c'est pas mon mariage. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc Flexbox, c'est bien en fait. Merci, c'est cool. S'il y a des questions. Sur la liste déroulante. Comment je fais avec les 8? Je fais pas. Alors nous, on a énormément de chance, hein, c'est que on est une petite agence qui n'avons pas besoin de commerciaux. Donc on peut choisir nos clients en général. Donc on peut refuser des clients. Et on peut surtout faire notre boulot de merde, comment on dit, d'évangélisateur si on veut, ouais, mais d'expliquer aux clients que c'est pas parce que le patron il a IE8 que les visiteurs, les 99% des visiteurs vont avoir IE8 aussi. Et que en vrai, on travaille pas pour le client, on travaille pour les visiteurs au final. Et ben souvent ça marche en fait, les clients comprennent. Et quand ils comprennent pas, ben ça ne nous dérange pas tant que ça en fait. Mais pour répondre vraiment à ta question, comment on fait avec IE8, soit on fait comme on a toujours fait, c'est-à-dire on s'embête. Conditionnel pour charger une Commentaire conditionnel, tu passes éventuellement en inline block ou enfin tu choisis un autre truc qui est moins bien, avec des floats ou autre, et tu te sers de Flexbox pour de l'enrichissement progressif éventuellement. Ou alors tu n'utilises pas Flexbox. Et tu fais comme on a toujours fait, hein, ça a toujours marché. Hein. Les balises stable aussi. Hein. Les balises stable, moi j'ai rien contre les balises stable. Honnêtement, j'ai rien contre les balises stable. Vraiment. Ouais, La sémantique, c'est quoi la sémantique? C'est quoi la sémantique? Si tu dis que ta balise stable elle a un rôle égal navigation, tu lui donnes la sémantique. Si tu lui rajoutes des métadatas dedans, tu lui rajoutes la sémantique. Si dans ton table tu mets un H1, bah, c'est de la sémantique. Moi, avoir un conteneur qui s'appelle table, ça me choque pas, franchement pas. Après, si tu mets des tables dans des tables. Après, accessoirement en CSS et sur IE8, tu peux très bien créer une sorte de tableau en CSS, puisque tu peux avoir des éléments HTML propres, entre guillemets, et les appeler, les afficher en table row, en table cell, en ce que tu veux.
Du coup, tu l'as ta sémantique quelque part. Ou pas. Mais non, ouais, honnêtement, très sincèrement, si la contrainte c'est 8, j'ai presque envie de dire laisse tomber Flexbox. Hein. C'est plutôt que de se faire de s'embêter. Et sur ce qui est mobile, du coup, c'est pris en charge. Alors voilà, ça c'est la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a 8, il n'y en a pas sur mobile. Il y a 8 et 9, il n'y a pas sur mobile, donc on se lâche complètement. C'est reconnu depuis Android 2, hein, Flexbox. Il n'y a aucun problème de compatibilité sur mobile avec Flexbox. Complètement. J'avais pas pensé à cet argument. Est-ce que tu pourras retrouver tes exemples que tu as donnés à la fin sur ton blog ou quelque part? Sur jackintheflexbox.tumblr.com. Hein. Et sinon, les slides, je les mettrai en ligne, promis, très vite. Ils étaient pas bien les exemples. Merci. Ouais. Quelqu'un qui a fait une présentation Sur les grilles en CSS. Ouais. Non, la question c'est que du coup, il fait comment un graphic sprint pour gérer une s'adapter. C'est quoi un graphic sprint pour faire du web? Est-ce que tu fais La question au départ c'est. Tu changes ça s'adapte vraiment au web quelque part marche, pas de web. Et du coup, t'es plus emmerdé. Ouais. Problème de prix. Enfin bref, la question c'est par ton avis sur Comment est-ce le fait qu'il. que ce soit la résolution, ça veut dire aussi qu'on soit plus web de la même façon. Quoi. Déjà un graphic sprint, faire du web, déjà au départ, ça me paraît un peu compromis. Enfin un graphic sprint qui continue dans un esprit print, je parle. On est bien d'accord que le média web est un média qui n'est pas le média print, donc. Ah bah, s'il veut faire du web et qu'il est graphiste print, bah, effectivement, soit il s'adapte, soit il fait du print. Mais tu vois, quelque part, il y a déjà un problème. Nous, par exemple, je ne veux pas trop frimer, mais nos graphistes sont extrêmement sensibilisés à ce qui va se passer après avec leur maquette, qu'ils savent intégrer. J'ai du mal à concevoir un web designer aujourd'hui, qu'il soit print ou pas au départ, hein, qui ne sache pas ce qui va se passer avec sa maquette. Sinon, c'est pas un web designer. Sur la pratique, les gens se confrontent. Ouais. C'est mal les codes sprint, mais c'est de la culture. C'est ce qui se passe. Et quelque part, la notion de clé qui est présentée dans le truc de design, c'est sympa, on les utilise toujours, mais c'est quand même une logique print. Et Flexbox, c'est plus du tout. Flexbox, tu peux très bien faire des grilles en Flexbox, comme dit. Oui, mais c'est des grilles fluides. Tu vas pouvoir beaucoup stabiliser sur le fait que ce soit flexible. Que ce soit flexible. Ouais. Et là, tu réfléchis pas pareil. Ben ouais, mais je sais pas vraiment s'il y a une réponse en fait. Le graphic sprint, déjà au départ, il va devoir réfléchir à son produit Photoshop dans toutes les tailles. Donc il faut déjà qu'il résonne autrement qu'en pixels. Ouais. Je sais pas s'il y a une réponse. Pour répondre, pas à la question, mais quelque part, moi je trouve qu'avec des fonctionnalités comme Flexbox, ce que les designers se sont empêchés de faire sur des navigations, des choses comme ça, où parfois quand le client ne comprend pas le CSS, il te dit non mais j'ai envie que mes 5 éléments ils soient sur toute la largeur de la navigation, et on lui dit bah non mais attendez, réfléchissez, s'il y en a un 6e qui arrive, un 7e, il va falloir retoucher le CSS. Bah là Flexbox ça empêche ça. Faire une navigation horizontale avec des mots en allemand, ça reste Peut-être qu'on arrivera dans 2-3 ans à avoir des vrais outils qui permettront de travailler directement sur un navigateur, ou en fluide. Ça commence à venir, hein. Il y en a qui sont de plus en plus graphiques et qui permettent de faire des trucs fluides. Sur Photoshop, c'est tendu. Hein. Ouais. Il y a de plus en plus d'outils qui réfléchissent à faire du fluide graphiquement.
Il y a Adobe qui est un des premiers à avoir fait Edge Reflow. Il y a Macao sur Mac, MA2C. Il y a Webflow. Il y a plein d'outils qui vont. Qui vient de sortir. Ouais. Atomic. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent en fait de faire ton front page à l'époque, de faire ton design et qui te font du code. Sauf que c'est fluide. Et c'est pas si moche que ça comme code. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, faire du design sur le navigateur, ça me semble encore un peu limite. Ça dépend des projets, ça dépend de plein de choses. CSS Grid, tu disais tout à l'heure que ça serait peut-être un prochain standard pour la présentation. Ouais, c'est quasiment sûr. Mais quand c'est imbouffable. Enfin, je sais pas, j'ai déjà regardé. Les specs de CSS Grid, ouais, la spec est très compliquée, mais en fait, à l'usage, mais Flexbox, c'est compliqué, en fait, la spec, elle est moins que Grid. Mais à l'usage, en fait, on remarquera c'est pas si compliqué que ça. En fait, on nommera des slots. On dira, toi tu t'appelles slot 1, toi tu t'appelles slot kiwi, toi tu t'appelles slot nav. Et puis on positionnera les éléments. On dira, toi tu vas dans nav, toi tu vas là, toi tu vas là. Ce sera pas si compliqué que ça. Mais il y a, en fait, pareil que pour Flexbox, ils ont prévu 50 milliards de cas différents. Et ils ont prévu de tout pouvoir gérer avec. Mais dans la vraie vie, tu vas te contenter des trucs simples et ça marchera. Ouais. Mais la spec, elle est habitable. Oui. Je confirme. Les specs, c'est pas fait pour les êtres humains. Oui. Non, mais c'est fait pour les constructeurs de navigateurs, on est bien d'accord. C'est pas des êtres humains. Non. Non, mais en vrai, on se dit, ouais, l'autre il a lu les specs. Je suis pas fait pour être lu une spec. Enfin, oui, si, des fois. Tu feras une spec. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Oui, c'est mort. Ouais, c'est possible, on fera peut-être du flash, je sais pas. Ah non, ça remplace rien, c'est deux specs complètement différents. Grosso modo, concrètement, dans la vie idéale, on aura une grille, on aura notre gabarit en grid et tout ce qu'il y a dedans en flexbox. Grosso modo. Il y en a un qui est fait pour le contenu, pour les composants, pour les modules, pour tout, et l'autre qui est fait pour le conteneur, non? Ouais. Ça répond à ta question? C'est deux specs vraiment différentes, même si, comme partout, on peut aussi utiliser Float pour faire du positionnement. Alors, c'est pas fait pour ça. On peut aussi utiliser Flexbox pour faire du gabarit, alors que c'est pas super fait pour ça. Ouais. Dans 5 ans, même plus. Ça. Du float, on l'utilise depuis quand? Float depuis 15 ans. Parce qu'on n'avait pas trouvé mieux, et puis parce que les navigateurs traînaient un peu, et puis plein de raisons. Là, les navigateurs sont quand même assez enclins à se bouger le. Je suis filmé. À avancer, quoi. C'est des adultes qui regardent. Ah, ok. Ouais. Il y a le fait que ce soit passé en grade, c'est pour. Ouais, vas-y. C'est pour reformuler la syntaxe. Ouais. En fait, tout marche très bien, mais la syntaxe, elle est juste. Si je te demande ce que ça fait align items, je suis sûr que tu sais plus exactement. Tu sais ou pas? En plus, je vous ai. Align items, c'est pour l'alignement dans l'axe secondaire. Si tu as dit que l'axe principal c'était horizontal, tu alignes items avec l'axe vertical. D'accord, je ne vous ai pas parlé de align content, qui est encore un truc à part. Non, mais donc là. Et en plus, il y a plein de trucs qui sont pas logiques. Pour l'alignement, tu as à chaque fois flex tiré quelque chose, genre flex start, flex end. Et en plein milieu, tu as center. C'est pas flex center, c'est center. Les trucs sont pas logiques. Donc je pense qu'ils vont revenir là-dessus pour avoir un vrai. Ils veulent vraiment faire une spec propre, quoi. Mais ça n'empêche pas d'utiliser aujourd'hui parce que les navigateurs vont de toute façon supporter la syntaxe actuelle pendant des années et des années.
qu'il y a des choses qui doivent être intégrées nativement. Par exemple, comme on prend les marges automatiques. Ouais. Bah, le problème de CSS, hein, c'est que le principe de CSS, c'est qu'on ne fait que rajouter des choses, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Ce qui est un avantage et un inconvénient. Ce qui fait que oui, du margin auto, ça marche que dans un sens, parce que le modèle de boîte de base, c'est que ça marche pas en hauteur. C'est pareil pour la taille de la boîte, hein, quand tu dis width 100%, width 100%, c'est pas la taille de la boîte. Width 100%, c'est la taille de la zone de content. Si tu as du padding et du border, ça se rajoute. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ça nous fait chier. Du coup, on se met tous à mettre du border box, box sizing, border box, etc. On bidouille parce que machin. Mais le problème, c'est que les specs, on ne revient plus en arrière, tout simplement. Donc il y a des erreurs avouées. Il y a une liste, en fait. Il y a un wiki du W3C avec une quinzaine de trucs où ils avouent c'est tout pourri, on n'aurait jamais dû faire comme ça. C'est vrai. Il y a une seule valeur au monde en CSS qui ne s'écrit pas avec un trait d'union, qui est composé de deux mots et qui ne s'écrit pas avec un trait d'union. C'est NoWrap, dans White Space NoWrap. C'est la seule au monde qui est composée de deux mots et il n'y a pas de trait d'union. Et ils en sont conscients, ils étaient bourrés ou je sais pas, ils l'assument, hein, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est aussi pour ça que voilà. Tant qu'une spec n'est pas finalisée, on ne revient pas en arrière. Donc ils s'autorisent des fois à rétrograder une spec pour. C'est pour ça que c'est long, et c'est aussi parce qu'il y a des enjeux. T'as Google ou Apple qui vont vouloir mettre en avant certaines choses, hein, parce que eux ils veulent l'appliquer sur leur téléphone ou autre, et donc t'as des enjeux financiers énormes qui fait que chacun va tirer la couverture et ça avance difficilement. Ouais. Puis on sert de testeur. C'est parce qu'on l'implémente et qu'on l'utilise qu'on voit les cas d'usage précis. Ouais, aussi, c'est vrai, exactement. Ouais, exactement. Ouais. C'est parce que nous on se casse les dents dessus que. Je sais plus qui avait fait une comparaison entre le W3C et le boîte VG, ouais, en disant c'est l'équivalent du Larousse et du petit Robert. T'en as un qui est toujours hyper en avance, type petit Robert sur les derniers mots courants, et t'en as un qui est le Larousse qui valide des acquis, des mots qu'on a depuis des années et qui enfin les fait rentrer officiellement dans le langage courant. C'est même pareil finalement. J'ai appris que récemment, digital, maintenant dans le Larousse, ça veut aussi dire numérique. Ça aussi. Ouais. Avec la place, c'est bon? Non, est-ce que tu as des retours sur les performances? Et du coup, deuxième question, est-ce qu'on pourrait imaginer demain qu'une plateforme complexe comme du e-commerce, aujourd'hui on hook des modules dans le code serveur pour qu'ils se passent bien dans le DOM, se dire on fait tout linéaire et c'est le CSS qui va les. Malheureux, et l'accessibilité? Je sais pas, je lance ça comme ça. C'est moins accessible. Alors nous, on est très fervent d'accessibilité, donc je vais forcément avoir un avis un peu biaisé. Et nous, de toute façon, notre HTML doit être nickel, dans l'ordre qui doit être celui de... C'est quoi l'ordre? C'est parce que sur mobile, tu n'auras pas le même ordre Ah, moi, je parle d'accessibilité, par exemple, pour une synthèse vocale. Si c'est dans n'importe quel ordre, que c'est lu dans un ordre incohérent, c'est pas accessible. Mais pour répondre à ta question de performance... C'est du comment, du coup, quand tu changes l'ordre? Alors, ça c'est une autre très bonne question. Les navigateurs sont tenus de respecter le bon ordre HTML, même si tu changes l'affichage. Par exemple, en termes de tabulation, si tu navigues en tabulation et que tu réordonnes tes trucs, le navigateur, du coup, non, c'est l'inverse. Le navigateur, du coup, il doit s'adapter et bien adapter la tabulation, même si les éléments ont été réordonnés. Parfait. Le navigateur s'adapte. Hein? Non, justement, il reçut l'ordre final. Il suit l'ordre visuel. Et le visuel, du coup, et pas celui du HTML. Avec un row reverse, du coup, en fait, on lit quand même. Quand on tabule, on entend quand même. Du dernier au premier. Ok. Ouais. Et pour la question de la performance, alors la performance, pareil, il y a eu plein de tests qui ont été faits. Sur les navigateurs récents, faire du Flexbox, c'est vachement plus performant que de faire un truc en autre chose que Flexbox. Grosso modo. Même si le contenu n'est pas encore arrivé ou des choses comme ça. Voilà. C'est que, t'as eu un article là-dessus ou quoi? Ah ben, c'est super pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement, comme Flexbox est prévu pour être... En fait, comme Flexbox est prévu pour être flexible, c'est le contenu qui apparaît prioritairement
et après seulement il adapte le design. Donc partout où vous avez des zones flexibles, il peut y avoir des temps plus longs, ouais, mais ça reste incomparable par rapport à du float ou autre chose. Je pense que j'avais l'impression quand on faisait des designs avec des tableaux, que quand le fait d'empiler des designs, il était capable de, à une époque lointaine, je pense qu'aujourd'hui c'est bien géré, il était capable d'en sortir un et d'en sortir un autre et d'y aller. Quand on faisait un tableau, tant qu'il part sur le principe, je pense qu'il y avait un gros élément et tant qu'il n'y avait pas tout dedans, il n'était pas trop capable. Ouais. Et ça c'est tout à fait logique parce qu'en fait, le modèle tabulaire fait que quand un navigateur rencontre un tableau, un vrai table, il ne sait pas quelle est la largeur de la colonne jusqu'à qu'il atteigne la dernière ligne où il peut y avoir très bien dans la dernière ligne une colonne qui est plus large que les autres. En fait, du coup, le modèle, et comme c'est le contenu qui décide, il suffit que tu foutes une grosse image dans la dernière colonne, de la dernière ligne, il en a parcouru 10 000, il arrive sur cette grosse image, il doit tout recalculer, et d'où le problème des tableaux. Ce qui n'est pas le cas des autres modèles d'éléments. Le tableau, c'est le contenu qui décide, c'est pas toi qui décide la largeur du tableau, c'est le contenu. D'où les gros problèmes de performance des tableaux. Et Flexbox dans les clients mail, du coup, ça... Eh bien, figure-toi que, faut demander à HTML2, je pense que c'est utilisable, mais pas partout, donc on utilise pas. Je pense que certains clients mail le reconnaissent, ouais. Mais ouais, pas le truc, quoi. Sinon, on peut poser des questions en buvant un coup, hein, si jamais. Quelqu'un qui a soif. Ouais. Il reste un peu. C'est bon? Merci.